gorge. Et on avait la possibilité d'aller récupérer pour chaque État des États-Unis les positionnements, les dates de réunion, voire même, je ne vais pas dire les PDF, mais presque les trucs de discours qu'on pouvait récupérer. Et après, on faisait une carte. Et à la rigueur, quelqu'un qui dit bah, je dois intervenir là, bah non, bah, je ne peux pas y aller parce qu'un tel idée. Bien sûr, il y a des chargés de communication qui sont capables de faire ça. Mais récupérer les données pour faire de la veille, savoir exactement ce qui se passe, c'est pas simple. Hein. Donc, la veille, enfin, vous voyez, je vous montre les statistiques. Vous voyez, ça c'est les statistiques aujourd'hui. Comme ce matin, j'ai pas mis à jour ma veille. Je n'ai pas mis à jour beaucoup ce matin. J'ai moins de connexions. Vous voyez, j'ai 104 connexions. J'ai 104 connexions. Et quand je vais reprendre le train tout à l'heure, je vais me retrouver avec plein de mises à jour. Et regardez les pays. Regardez les pays qui se connectent. Du Sud, tous ces pays. Corée du Sud. Tous ces pays-là, et quelquefois il y a d'autres pays encore. Et éventuellement, quelqu'un a tapé gendarmerie sur la finalité, mesure en Hollande, Daesh 2.0. Il a trouvé quelque chose dans le blog, ça. On peut pirater un ordinateur, et les termes de recherche inconnus, il y en a d'autres. Donc je sais exactement ce qu'ils ont tapé pour retrouver. Et après, je sais les liens, lesquels sont sur les échos en Belgique, la chronique Agora, Mobile, Securis, Ouest France. Donc exactement ça. Et par exemple, on pourrait me dire, tiens, il y a 8 ans, vous avez mis un article sur une personne, et cette personne ne veut plus voir son nom apparaître dans votre blog. 8 ans après, parce qu'il a été condamné, ou je ne sais pas, il ne veut plus. Donc, la personne pourrait me dire, ou un cabinet d'avocat pourrait dire, il faudrait enlever ces données, parce que ces données, la personne, mon client, ne veut pas les voir apparaître. Et dans ce cas-là, moi, je vais retourner sur exactement 12 ans d'archives. Et donc, en 30 secondes, je suis capable de retrouver l'information. Et je vais transformer la page qui est consultable, je dirais, immédiatement, en erreur 404, qui n'existera plus. Simplement, j'enlève la page du lien. Alors, cette page-là, bien sûr, il faut faire la preuve. Je vais photographier la page avant de l'enlever, et après, je vais la photographier quand elle fait erreur 404 pour montrer qu'elle n'existe plus. Ça veut dire que si quelqu'un voit un article et se dit cet article-là, il traite d'un sujet et à l'intérieur il y a un peu de revendication, un peu de apologie dans votre article, puis moi je ne l'ai pas vu, je ne lis pas tout, automatiquement ça va passer comme ça sur Internet. Et là après quelqu'un va me dire qu'est-ce que vous avez mis là, etc. Donc il faut gérer son blog dans le temps, hein, vous voyez Gabon, etc. Mais si je vais faire un tour comme hier, regardez, je vais faire un tour comme une journée comme ici, regardez, ici, il y a des journées, on a 436 connexions. Ça veut dire 436 nouvelles connexions. Nouvelles. Hein? Ah, déjà existantes. Nouvelles, voilà, c'est des personnes qui viennent, parce que beaucoup sont abonnés et viennent plus voir. Ils ont automatiquement. Vous voyez, l'Italie, la Belgique, le Bénin, si je veux afficher tout, il y en a d'autres, mais quelquefois il y a des pays que je ne veux pas forcément. Je me dis, tiens, qu'est-ce que ça fait là, quoi. Vous voyez? Donc là, Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Union Européenne, vous voyez, le Maroc, le Singapour, Côte d'Ivoire, voilà. Donc ça, si vous mettez en place un espace comme ça quand vous faites de la veille, vous avez toutes ces informations-là. Hein. Alors, aujourd'hui, je vous ai montré ça. Demain, je vais vous montrer d'autres outils qui font de la cartographie. Ça s'appelle de la cartographie avec des bulles, vous avez vu. Donc c'est pas la cartographie en géographie, hein, c'est de la carto. Et demain, je vais vous montrer de la cartographie linéaire, qui ne sera pas avec des bulles, qui sera avec des domaines et des sous-domaines. C'est-à-dire que vous tapez Jean-Paul Pinte, et vous allez avoir aussi la criminalité, vous allez avoir l'Université catholique de Lille, et quand vous cliquez sur l'Université catholique de Lille, vous aurez plein de sous-domaines propres à Jean-Paul Pinte, plus l'Université catholique de Lille. D'accord? Je sais que j'ai voilà. juste linéaire. J'ai écrit ça s'est ouvert tout seul. Ouais. Mais ça, sur Google, ça. Ah ouais, sur Google, ça, vous avez pas mal d'infos. Mais vous avez pas forcément une représentation, parce qu'il faudrait prendre des opérateurs booléens du type Jean-Paul Pinte plus quelque chose pour obtenir un mot. Alors voilà, simplement pour vous montrer que ces outils-là sont gratuits. Alors, le premier, vous pouvez taper le nom que vous voulez. Ça c'est bon, oui. Justement, d'ailleurs, j'ai une question pour
TouchGraph ou pour immersion, on a même compris que ça marchait que si on était sur l'ordinateur de la personne. TouchGraph, non. N'importe quel ordinateur. N'importe quel ordinateur, moi, je le fais pour votre nom, ça fonctionne. Oui. Alors quand ils font, les jeunes me disent voilà, monsieur Pinte, c'est quoi ce truc moi je pensais que c'était oublié, tout ça, comment ça se fait que je retrouve des choses il y a 4 ans et je pensais que c'était complètement perdu et bah non, le site existe encore, le gars il m'avait dit qu'il l'avait enlevé, etc. Voilà. Ça. Mais TouchGraph, c'est. Mais attention, ne faites pas TouchGraph basique, il faut faire TouchGraph SEO, S-E-O. Sinon, vous aurez le bon sans avoir à remplir un formulaire. C'est celui-là que j'ai pris le. Sinon, vous tapez TouchGraph SEO, droit, et là vous aurez le loisir de faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Sinon, il va vous dire remplissez et vous risquez d'avoir un nombre d'essais limité. Question, est-ce que vous avez pour Gmail, on peut faire pour d'autres. Pour 3 pour l'instant, après il y a d'autres outils qui le font. Voilà, il y a d'autres outils pour offrir. Voilà, d'autres outils, par exemple, Hotmail ou autre, je pense que c'est possible également, je n'ai pas fouillé ça, mais c'est possible. Voilà. Et comme j'ai pas de réseau parce que j'ai pas de batterie, là ça s'est éteint après, mais j'avais toute la liste. Voilà. Et c'était bien, hein, en bleu, et m'a donné tous les. Tout les liens, les sous-rubriques. Tout à fait. D'accord. Alors, aujourd'hui, je vous donne ça. Demain, je vous donnerai autre chose encore. Et vous aurez à la fin une mallette et toutes les sources que vous voyez dans le PowerPoint. Demain, vous aurez les liens qui vous permettront d'aller récupérer, par exemple, d'où viennent les statistiques qui sont présentées là, etc., pour pouvoir les mettre à jour. Mais bon, vous, ce qui vous intéresse surtout, c'est de dire, voilà, comment le domaine de la cybersécurité, de la cybercriminalité, du terrorisme, du cyberterrorisme évolue aujourd'hui. Alors dites-vous bien que, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout se conjugue à tous les domaines. C'est-à-dire, cybersécurité, ça conjugue à tout. Vous avez même cyberdouane, maintenant, cyberdouane, hein, alors cyberdouane avec des structures qui sont rapprochées avec la police, la gendarmerie, qui permettent aujourd'hui de voir, de travailler sur la cyber-contrefaçon aussi. Ouais. Donc cyberharcèlement, cyber-contrefaçon, cyberguerre, on va revoir tout ça, on va continuer là-dessus. Et demain, le but, ce sera quand même de faire un exercice, de voir un petit peu ce qui vous intéresse et de rechercher les infos. Alors là, ici, sur les spécificités de la cybercriminalité, il n'y a plus de barrière. C'est-à-dire que généralement, quand on vous attaque pas du lieu où vous êtes, on vous attaque de l'extérieur, et souvent, les cas de figure, c'est j'ai été arnaqué, mais en fin de compte, ça vient des États-Unis. Eh ben, il nous faut prendre un avocat ou il y a quelqu'un aux États-Unis pour gérer ce problème. Et puis, soit vous avez réservé une chambre dans un hôtel et vous n'avez jamais dormi dans cet hôtel, et par la centrale de réservation, vous vous rappelez de passer, et malheureusement, on vous a réservé une chambre dans laquelle vous n'avez jamais dormi. Et là, on va vous dire, si vous voulez vous faire rembourser les $150, vous êtes sûr, on va voir. Mais généralement, les gens ne vont pas plus loin parce que ça va leur coûter plus cher d'engager une procédure pour $150, pas rentable. Donc, liberté totale d'action sans contrainte territoriale. Généralement, je me mets à l'extérieur, je vais venir attaquer une machine, et j'ai besoin, il n'y a pas une frontière. Alors, on parle aussi de balkanisation du web, c'est-à-dire que le web, demain, pourrait devenir un espace, un cyberespace, où il faudrait un genre de visa pour rentrer. Par exemple, en Iran ou autre, il y a des journalistes qui écrivent, ils ont comme un code, ils n'ont pas d'identité révélée en tant que journaliste, et donc quand ils veulent accéder à des articles ou écrire des articles, ils ont un code, ce qui veut dire que demain, imaginez-vous Internet, demain, on irait sur Internet, on dirait, je veux consulter des sites français, il faut que je présente mon visa Internet français. Tapez balkanisation du web, vous verrez, c'est un peu ce que certains pays ont commencé à faire ça pour bloquer un peu les frontières, la Chine par exemple avec Baidu.com, avec tout ce qu'ils ont fait autour, ils ont l'équivalent de ce qu'on a, le Facebook, le Google, le Twitter, ils ont tout cet équivalent-là, et ils peuvent vous faire à tout moment, ils peuvent dire voilà, nous on a, je ne dis pas qu'on a une autonomie, mais... Facebook, en Chine, ça ne marche pas.
Ouais, non mais. Quand on gagne, il n'y a pas de Facebook. D'autres modèles qui seraient équivalents. C'est comme quand on vous dit au printemps arabe, printemps jasmin en Tunisie, on dit on a fermé Twitter à Facebook, mais rien ne vous empêche d'aller utiliser 15 à 20 réseaux sociaux qui font la même chose. Tout c'est des clients. Donc, pour montrer un petit peu que quand on ne connaît pas l'envers du décor, on se dit ah ils ont fermé les réseaux sociaux, ben, les réseaux sociaux, moi si je prends un autre réseau social, je fais exactement la même chose que sur Facebook. Sauf que ce sera plus sur un réseau de rencontres, mais je vais communiquer quand même. Il suffit qu'on crée un compte et puis c'est pareil, le but on fait la même chose. Donc pas de limite géographique pour atteindre les victimes potentielles, l'anonymat, c'est-à-dire que à distance, sans problème, vous avez bien compris que à distance, je peux aller prendre la main sur votre webcam et l'allumer à votre insu. Et là, vous allez être filmé, vous allez être. D'un seul coup, je vais vous dire, je sais pas, je vous ai capté en. Voilà, je vous ai capté en photo, puis maintenant je diffuse. Alors, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants, la webcam, vérifiez qu'elle n'est pas allumée, qu'elle n'est pas. Parce qu'on l'allume à votre insu, même si elle est. Sans problème. Alors certains vont mettre du collant pour pas. Alors si je fais cours avec eux, je leur dis non, je veux vous voir. Mais bon, il faut se méfier. La captation sur une webcam, c'est possible, on peut la faire. Hein, on peut la faire à distance. Donc l'usage de fausses identités facilitées. Je me crée un pseudo, je me crée un avatar, et à partir de là, cet avatar, si on veut sur Internet, on peut rechercher. Quand on connaît le nom d'un avatar, on peut faire rechercher à partir du nom d'avatar. Comme je l'ai fait dans TouchGraph, on pourrait mettre le nom d'avatar, on verrait partout il a été utilisé. Mais ça demande un travail pour affiner les données. C'est-à-dire que quand vous avez des résultats comme TouchGraph, c'est pas tout de mettre ça dans un dossier et de dire voilà la cartographie de Jean-Paul Bal. Il faut aussi analyser qu'est-ce qui est intéressant là-dedans. C'est pas nous claquer à l'information telle qu'elle est là. Donc, proposition de contenu d'effectifs favorisé, ça veut dire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont derrière des écrans et qui peuvent profiter d'un mal de vivre de quelqu'un, d'un mal-être de quelqu'un, pour lui dire voilà, si tu as un problème, je peux t'aider, je peux même venir te voir, paye-moi le voyage, je veux dire, etc. Vous voyez. Donc ça, on peut très bien. Et là, l'ingénierie sociale dans ce domaine elle est très développée également. Donc il y a des personnes qui peuvent passer 3 heures derrière un écran, 4 heures, voire la journée, et puis ils ont 2 ou 3 personnes en face et ils font que ça. Ils font que ça, c'est-à-dire ils rentrent dans les problématiques des gens, etc. Et c'est d'ailleurs la définition d'ingénierie sociale, c'est rentrer dans le mode psychologique de la personne pour lui soutirer de l'info, de l'argent, ou alors des infos, ou même certains n'ont jamais vu n'auront jamais la personne, sans même si elle est invitée à venir ou autre, parce que ça s'arrête quand il y a une transaction financière ou autre. Absence de contact physique, dématérialisation. Vous avez bien compris que sur Internet, maintenant, quand vous commandez une version mise à jour sur votre ordinateur, on ne vous envoie pas un CD. Donc on vous dit tapez le code, et ce code est valable sur 3 machines différentes chez vous. Donc quand vous l'avez perdu, on ne vous le redonne pas comme ça. Sauf si vous l'avez en machine, vous l'avez stocké. Donc ça veut dire que quand vous stockez, vous redonnez des informations à votre machine, et derrière, cette machine, elle peut être, on a vu tout à l'heure, analysée, scrutée, et on peut venir y injecter des données, mais aussi vous prendre vos données. Donc il y a des machines comme ça qui sont la nuit, qui servent de serveur, et à votre insu, ça peut devenir un centre serveur pédophile ou autre. C'est-à-dire qu'on va vous injecter un lien, vous allez cliquer sur le lien parce que vous allez trouver que c'est pas mal, puis au bout d'un moment, on va dire, il y a un problème sur votre machine, il y a quelqu'un qui stocke les images sur votre machine et vous êtes centre serveur. Et vous devenez centre serveur, alors vous ne saviez pas. Et comme vous êtes constamment connecté, vous fermez en même temps votre ordinateur, vous n'êtes jamais aperçu que le gars il vient tous les jours, il fait ce qu'il veut. Et à distance, lui, il met toutes ces images, toute son histoire, il la met sur votre machine, puis lui, il n'a rien, et c'est vous qui est. Donc ça, c'est des choses aussi qui peuvent arriver. Donc cette absence de dématérialisation. Alors, si vous prenez la criminalité dans la rue, c'est la même chose. La cybercriminalité, c'est la même chose avec une couche de numérique. Il est plus facile aujourd'hui de faire un hold-up, un cyber-hold-up, qu'un hold-up dans la rue. Parce qu'on peut aller prendre de l'argent sans forcément aller braquer une banque. Voilà.
Donc, lors de la convention de Budapest, vous voyez les dates, les lois, c'est quand même encore 2001 qui fait la convention de Budapest de 2001, qui est le premier instrument juridique international opérationnel sur la cybercriminalité. Ça commence à dater quand même. Et donc, vous voyez, si le cyberespace est le territoire hors contrôle, mais aussi le 5e domaine des opérations militaires. Donc c'est quand même pas quelque chose d'important. Donc le FBI, lui, quand on parle de cyberespionnage, il dit que c'est usage ciblé des ordinateurs qui vise à obtenir quelque chose de concret. Bien sûr, ils iront jusqu'au bout, mais ils vont aller fouiller les machines de manière à dire voilà, on veut savoir si c'est de cette machine que viennent les attaques. Ouais. Si jamais il y a une action qui est menée, il faut savoir jusqu'où ça va remonter, quelle est la machine qui injecte ou qui relaie l'info. Hein. Alors, vous voyez les déclinaisons autres de la cyberguerre: détruire, interdire, dégrader, perturber ou tromper, tout en se protégeant des pratiques hostiles au sein du cyberespace. Donc avant, comme le cyberterrorisme, on disait la cyberguerre, non, il n'y a personne qui... Aujourd'hui, on pourrait imaginer que la cyberguerre puisse se faire sous la forme d'une... imaginons par l'intérêt des objets ou autre, puisque tout sera interconnecté, et qu'on pourrait, pourquoi pas, manipuler une centrale nucléaire ou manipuler des systèmes qui traitent des éléments vitaux tels que l'eau, etc. Pourquoi pas, hein. Et là, on a les activistes sur ça. Voilà, là, ils sont bien positionnés là-dedans, généralement. On verra après les profils le journal Le Monde a donné un profil des cyberdélinquants, on verra ensuite ça. Et donc, la cybernétique, vous voyez, c'est une science dont procède l'informatique et Internet. Donc, science des systèmes autorégulés, des interactions entre les systèmes gouvernants et les systèmes gouvernés. Alors, ça, aujourd'hui, on la retrouve de plus en plus, comme la cybercontrefaçon, la cyberdélinquance, la cybersécurité, le cyberactivisme et le cyberterrorisme, qui est défini toujours par le FBI comme une attaque préméditée et motivée par des systèmes informatiques. Donc, quand on parlait de terrorisme à la base, on disait oui, c'est propagande, tout ce qui est, je dirais, recrutement se faisait par ce biais. Mais aujourd'hui, quand on va sur Internet, on peut retrouver des sites qui seraient un peu plus développés encore et qui ont pignon sur rue et qui ont des vitrines. Alors là, certains parlent de violences subies par des cibles civiles, et ces attaques étant commises par des entités humaines ou par des opérateurs clandestins. Alors, on a du mal à croire que demain, on puisse dire, ben voilà, il y a eu telle et telle chose qui s'est passée à tel endroit, et que c'est du ressort du cyberterrorisme. C'est-à-dire que personne n'est venu, c'est quelqu'un qui a déposé, puis à distance, il a fait agir je sais pas moi, une bombe, je ne sais pas quoi. Donc, ça peut être comme ça, mais ça peut être aussi dans des centrales, dans d'autres aspects de la vie, dans les industries, etc. Et on n'est plus à l'abri. Dans aucun des... Bon, ça se rejoint un peu cyberguerre et cyberterrorisme, il y a des moments, parce que là on va toucher à nuisance d'un État ou autre. Ici on va plus toucher en disant, c'est le virus Stuxnet, je ne sais pas, c'est Stuxnet qui est le virus, ça s'est passé en Iran. Bon, en fin de compte, ils ont ralenti de 5 ans le programme nucléaire de l'Iran. Et à la base, si vous lisez un peu l'histoire, c'est basé sur une clé USB qui a été installée. Et cette clé USB, elle a mis la zizanie. Et donc, les 5 ans, c'est pas 5 ans qu'ils ont vraiment perdu, mais presque, parce que les autres ont eu les données qui leur permettaient de dire on a rattrapé les 5 ans. Ça s'appelle comment? Stuxnet. S-T-U-X-N-E-T. Donc ça, c'est le virus Stuxnet, donc qui a été... alors on dit aujourd'hui, enfin vous irez lire, je ne vais pas accuser des États par rapport à ça, mais vous irez voir sur Internet que quelque part, demain d'ailleurs vous pourriez travailler sur ce genre de choses, en disant tiens, j'allais voir comment le cyberterrorisme peut nuire à un État, notamment pour son développement nucléaire. Ils se sont attaqués à ses défenses. Et là, ils ont eu, Stuxnet, ils ont eu un blocage,
Mais c'était une des premières formes d'attaque. Et donc c'est 5 ans de perdus, enfin 5 ans d'avance qu'ils avaient, qu'ils ont fait. Voilà. Alors, d'autres domaines qui sont investis également, c'est le Bitcoin. Donc les monnaies, alors il y a Ethereum, il y a Bitcoin, qui sont des monnaies, je dirais plus virtuelles, elles ne sont pas des monnaies virtuelles, parce que maintenant elles sont... Hein, et si vous regardez sur mon blog, vous verrez également qu'on parle d'installation de distributeurs de Bitcoin dans certaines villes. Il y en a en France, il y en a en Angleterre. Puis après on dit, ah, le distributeur est démonté, on l'a installé ailleurs. Vous irez voir l'implantation des distributeurs de monnaie comme ça. Sachant qu'il y a un certain nombre de pièces qui ont été mises en circulation. C'est légal, ça? Justement, le Bitcoin, c'est, comme je disais ce matin, par la chaîne de blocs, il y avait aux États-Unis des étudiants qui payaient leur scolarité en Bitcoin. C'est légal. Par contre, c'est la banque qui doit considérer que c'est pas légal, qui va dire c'est quoi, c'est une monnaie qui est un petit peu... C'est la banque qui reconnaît pas la monnaie. Il n'y a pas que... Bon, c'est un peu comme le dark web. Dessus, on les retrouve. Hein. Quand vous avez quelque chose à acheter et que vous voulez qu'il n'y ait pas de traces, souvent le Bitcoin est utilisé comme monnaie. Donc c'est un peu, ça fait partie un peu de l'activisme Oui. contre les capitalistes. Voilà. C'est un attaque quand même au système de Mais l'État. il y a... la traçabilité, elle paraît plus difficile quand on vous dit on va payer 40 000 $ en Bitcoin. On voit bien que les gens ravis arrivent à trouver ces bitcoins, donc ça existe. Mais bon, ça, il faut lire un peu sur cette approche-là. Et la technologie blockchain a été à l'origine du bitcoin, c'est-à-dire la capacité de pouvoir tracer une monnaie. Parce qu'on dit, c'est pas possible, ils ont demandé une rançon, mais quelqu'un qui a tracé l'argent, elle est bien partie sur un compte. Donc on peut identifier qu'il est venu chercher, mais qu'il la récupère. C'est là où c'est compliqué. Et on en reparlera un peu plus en détail. Mais c'est quand même c'est quand même quelque chose qui est utilisé pour biaiser un peu le système. En fait, c'est ça. Voilà. Ce matin j'ai parlé du big data et d'open data. C'est quelque chose dont vous devez aujourd'hui tenir compte dans la société. Parce que les big data, c'est sûr et certain que vous aurez à y faire face. Et si vous tapez Big Data et terrorisme, Big Data et cybersécurité, vous verrez que l'investigation va se faire dans cette place-là. Ce n'est qu'en fin de compte que l'évolution de la massification de données que vous mettez sur la toile qui fait que ça constitue le Big Data. Et l'Open Data, on a bien dit, on est plus dans les services propres à l'État, les administrations, les villes qui mettent... vous pouvez voir par exemple sur Internet, telle ville a ouvert ouvre